Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture. Aujourd'hui, nous avons décidé de convier deux passeurs de philosophie et de littérature, passeurs d'histoire. Je vous les présente d'ailleurs immédiatement. Antoine Compagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France et vous publiez Un été avec Pascal aux éditions, en coédition France Inter, Équateur Parallèle. Anne Sinclair, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous publiez La rafle des notables, un ouvrage chez Grasset. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer au travers de ce livre ? J'ai voulu que cette histoire soit connue. Parce que le mot rafle, par rapport à cette période de l'occupation, concerne surtout dans la mémoire collective la rafle du Veldiv qui est devenue emblématique. Comme Auschwitz est devenu l'emblématique des camps de la mort. Il y a eu d'autres rafles avant, notamment 3, et celle-là, qui est de décembre 1941, la rafle dite des notables, et peut-être on reviendra sur le terme de notable, a fourni le premier convoi de Juifs de France vers les camps de la mort. Et donc c'est la première fois que des Juifs de France, des Français juifs, accompagnés d'étrangers qui ont été adjoints à ce contingent, si j'ose dire, ont été envoyés vers les camps de la mort. Et ce que je voulais démontrer, et qu'on connaisse plus exactement, c'est qu'à moins de 100 km de Paris, à 70 km de Paris, il y a eu un camp nazi à Compiègne, dans la ville de Compiègne. Et que c'était un camp non seulement administré par les nazis, mais avec toutes les caractéristiques d'un camp nazi, sauf les fours crématoires et les chambres à gaz. C'était une antichambre des trains de la mort et une antichambre pour les faire mourir de faim, de froid, de mauvais traitements. Vous racontez donc l'histoire avec sa grande hache. Vous racontez aussi l'histoire de votre grand-père, Léonce Schwartz, Anne Sinclair. Oui, si j'ose dire, mon grand-père est un peu, comme je dis, une ombre qui traverse le récit. Au fond, au départ, je voulais faire une enquête sur ce grand-père dont j'avais quasiment aucun élément ou presque, et j'en ai pas beaucoup plus trouvé à l'arrivée, mais au fond, il m'a servi de guide, d'illustration pour rendre compte d'une histoire collective. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est que rendre hommage à 743 hommes, plus 300 adjoints qu'on a adjoints venant du camp de Drancy, qui ont été traités vraiment comme du bétail, comme on n'oserait pas traiter du bétail, à côté de Paris, et envoyés au camp de la mort. Et donc, en découvrant, en faisant l'enquête sur mon grand-père, j'ai découvert cette histoire collective qui est connue des spécialistes, qui est connue des historiens, qui est connue bien sûr de toute l'équipe du Mémorial de la Shoah qui a entrepris la publication à partir de, notamment le premier livre d'entre eux qui a été le livre de Jean-Jacques Bernard publié directement après la guerre. Jean-Jacques Bernard était le fils de Tristan Bernard et il a survécu, il a raconté tout de suite, très tôt, et François Mauriac en fait l'écho dans ses carnets. Et au fond, je voulais, au fond, je suis pas historienne, j'ai été heurtée, émue par cette histoire, et j'ai voulu la mettre à disposition pour qu'elle soit connue. Au fond, je suis une sorte de haut-parleur. Vous disiez passeur, je serais plus modeste, je dirais haut-parleur d'une histoire commune. Antoine Compagnon, vous avez décidé de nous faire découvrir Pascal. Pourquoi Pascal ? Et puis, rappelez-nous qui était Pascal et qu'est-ce que l'humanité lui doit ? J'ai voulu que les Français retournent à Pascal, lisent Pascal. Mon but, c'est ça, faire lire Pascal, faire lire les pensées, faire lire les provinciales. Il y a quelques années, j'avais fait une série d'émissions sur Montaigne, ça s'appelait Un été avec Montaigne, c'était la première de cette série des étés sur France Inter. Et bon, il était fatal que l'on traitât de Pascal. Bon, j'étais heureux qu'il me soit confié, parce que Montaigne et Pascal, c'est un couple. On n'aurait pas Pascal Quel est le lien sans entre les deux ? Montaigne. Eh bien,
Pascal réagit contre Montaigne. Les essais sont écrits contre Montaigne. Mais j'ai envie de dire tout contre. C'est un peu comme Proust écrit contre Sainte-Beuve. Il ne pourrait pas faire la recherche du temps perdu sans Sainte-Beuve. Montaigne est indispensable à Pascal. La plupart des idées de Pascal viennent dans les pensées de Montaigne. Qu'est-ce qui déplaisait Montaigne, à Pascal ? c'est le sceptique. Et Montaigne, au fond, c'est la bête. Il y a la bête et l'ange. Il y a ceux qui font l'ange, ce sont ceux qui croient savoir, les stoïciens, et puis il y a ceux qui font la bête, comme Montaigne, qui doute, qui pense qu'il ne sait rien, ou même pire, qu'il ne sait pas qu'il ne sait rien. Et Pascal renvoie ceux qui croient savoir et ceux qui croient ne rien savoir dos à dos. Et donc il a absolument besoin de Montaigne. Anne-Sinclair. Ce qui me frappe, c'est en effet que c'est l'antithèse, presque. Enfin, Pascal se situe par rapport à Montaigne pour prendre le contre-pied. Mais dans sa définition de l'honnête homme, en revanche, j'ai l'impression qu'ils se rejoignent. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai mal lu Vous avez tout à fait raison. Il y a un grand nombre d'affinités. Si Pascal s'intéresse tant à Montaigne, c'est parce qu'il l'aime aussi, parce qu'il en a besoin. Et il y a tout de même une assez grande convergence dans la définition de l'honnête homme. Au fond, l'honnête homme, c'est celui qui veut être heureux, qui veut le bonheur. Pascal veut le bonheur des hommes, comme Montaigne veut le bonheur des hommes. Pascal... Pas par les mêmes moyens. Pas par les mêmes moyens. Par quels moyens ? Pour Montaigne, c'est la bonne vie, c'est la vie épicurienne. Quand je danse, vivre l'instant présent. C'est ça, le carpe diem de Montaigne, jouir du présent. Pascal, comme on le sait, Pascal ne sait pas vivre le présent. L'homme n'est pas capable de vivre le présent. Il est toujours entre le passé et l'avenir. Le présent, c'est le divertissement. Il faut penser à la vie éternelle chez Pascal. Pascal est un auteur extrêmement tourmenté, Antoine Compagnon. La question du mal, notamment, est une question qui l'obsède. Le mal, c'est la condition de l'homme. Mais Pascal veut toujours nous montrer que même dans la situation la pire, nous avons une lueur de notre première nature. Nous pouvons encore rechercher le bien, même si nous sommes corrompus par le péché originel. Pour Pascal, il y a évidemment cette notion de péché originel qui est l'essentiel et qui définit l'homme. Et de misère de l'homme sans Dieu. Et de misère de l'homme sans Dieu. Ou de misère tout court, comme celle que vous racontez, Anne-Sinclair, dans la rafle des notables, puisqu'on voit dans ce camp de Royal-Lieu, qui est, il faut le rappeler, un camp situé à Compiègne. À 70 km de Paris, oui. Qui est aujourd'hui complètement ignoré. Qu'est-ce qu'on y trouvait alors en 1941 ? C'était une ancienne caserne qui avait servi de caserne pour l'armée depuis la guerre de 14. Et les nazis qui administraient le camp, ce qui était une première à ce moment-là. Ils ont ensuite administré les autres camps, et notamment Drancy à partir de 1943. Mais les nazis qui administraient ce camp l'ont ouvert aux leurs prisonniers civils. Et il y avait un camp A qui était celui des résistants généralement communistes, un camp B qui était celui des Russes, puisque le Reich était entré en guerre contre l'Union soviétique, et le camp C qui était le camp à part, qu'on appelait le camp des Juifs, et qui était le plus maltraité de ces trois camps. Et donc le plus maltraité, ça veut dire quoi ? Ça voulait dire que il faisait moins 20 degrés, ils n'avaient pas de chauffage, pas le moindre, ils dormaient sur de la paille à même le sol, qu'ils avaient droit à une soupe par jour avec un crouton de pain, qu'ils ont en 3 mois maigri de 25 à 30 kilos, 50 à 60 sont morts dans le camp avant d'aller dans les trains qui les déportaient vers les chambres à gaz, qu'ils étaient soumis à une hygiène inexistante, avec la vermine qui courait partout, et ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est qu'ils ont trouvé une force
morale entre eux pour résister, en tout cas dans le premier mois, puis ils sont restés 3 mois, n'est-ce pas ? 3 mois pendant lesquels la Gestapo harcèle Berlin en disant « Quand est-ce que vous me débarrassez de ces Juifs ?» Et les trains pour la Pologne et les camps de la mort, etc., étaient pris par les permissionnaires allemands. Donc les Juifs français sont restés dans ce camp de Compiègne en attendant qu'il y ait des trains libres. Et pendant, évidemment, au bout d'1 mois et demi, ils étaient tous à peu près dans le même état d'une humanité déchiquetée, réduite à des spectres. Mais pendant le premier mois et demi, ils ont voulu, parce que c'était probablement une population assez cohérente de gens qui appartenaient à ce qu'on appellerait l'élite aujourd'hui et qu'on appelle des notables, donc des gens que les Allemands désignaient comme influents parce qu'ils étaient intégrés à la société française, ce qui n'était pas le cas de tous. Par exemple, mon grand-père ne l'était pas, il était un commerçant en dentelle. Mais il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des intellectuels, il y avait des historiens, il y avait le mari de Colette Goudequette, il y avait un historien très connu, Jacques Ancel, il y avait des poètes, il y avait René Blum, qui est le frère de Léon Blum, il y avait Pierre Masse, qui était un ténor du barreau et qui était sénateur au moment où il a été raflé. Et au fond, il voulait que on sache partout que, quelle que soit sa place dans une société, on était d'abord juif et donc destiné à l'extermination. Alors justement, c'est ça, parce que a posteriori, bien entendu, cet épisode apparaît comme étant partie intégrante de la Shoah, mais à l'époque, ces gens n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Parce que ça paraissait, et d'ailleurs, ça me paraît toujours, assez inatteignable à la raison. Au fond, c'est totalement incompréhensible et c'est totalement inenvisageable. Ils se rassuraient eux-mêmes quand ils ont été raflés un matin du 12 décembre. On leur a dit d'emporter quelques affaires, ça allait durer 2 jours. Mais on sait que les nazis avaient comme politique de masquer leurs intentions, comme après ils ont essayé de masquer les conséquences. Et donc, puisqu'à la porte même des chambres à gaz, ils distribuaient du savon en pensant que les prisonniers allaient à la douche. Et donc, ils essayaient de se leurrer quand ils ont vu que par le train venu au bout de toute une journée où ils avaient été confinés à l'école militaire, etc., ils ont vu qu'ils arrivaient à Compiègne, ils étaient soulagés. Ils ont dit, au fond, on est près de Paris, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Il y en a qui étaient raflés dans la rue et qui avaient juste ce qu'ils avaient sur le dos. Ils disaient, bon, on ne va pas nous déporter vers l'Est. L'Est étant une sorte d'abomination, mais on ne savait pas exactement de quel ordre, parce qu'ils n'ont rien pour se vêtir. Donc, à chaque fois, ils ne pouvaient pas imaginer ce qui allait leur arriver. Certains, néanmoins, l'ont entrevu et l'ont dit dans des récits que j'ai compulsés, qui existent et qui ont été écrits ou sur le moment, ou quand ils ont survécu, ou même quand ils ont été déportés, puisque certains ont jeté leur dernier papier par les fenêtres du train, comme un dentiste que je nomme, qui s'appelle Benjamin Schatzmann. Antoine Compagnon, il y a chez Pascal, alors il ne faut pas évidemment faire d'anachronisme, mais il y a chez Pascal notamment une pensée de la tyrannie, de la manière dont la barbarie, alors pas cette barbarie-là, bien entendu, mais en tout cas, comment la tyrannie peut venir dans la société des hommes. La tyrannie est une notion fondamentale dans les pensées de Pascal, dans les provinciales d'abord, puisque c'est la tyrannie du pape d'abord, contre Port-Royal. N'oublions pas que Pascal est proche du jansénisme et de Port-Royal. Qu'est-ce que le jansénisme ? Le jansénisme, c'est une tradition catholique très rigoriste. Jansénisme, ça vient de Jansénius. C'est une doctrine de la prédestination très radicale, c'est-à-dire de la grâce sans laquelle nous ne pouvons pas obtenir notre salut. Aujourd'hui, le mot renvoie à une forme d'ascétisme, de dureté ? Oui, mais c'est ce que c'était. Le grand combat, c'est celui des jansénistes et des jésuites. Pour les jésuites, nous pouvons conquérir notre salut par notre liberté. Pour les jansénistes, il n'en est pas question, puisque c'est la prédestination qui les termine. En tout cas, la tyrannie, pour Pascal, c'est exercer son pouvoir dans un autre domaine que le domaine de sa propre juridiction. Donc, c'est outrepasser, c'est abuser du pouvoir.
c'est abuser du pouvoir. Et néanmoins, si je vous ai bien lu, vous montrez toujours les parallèles que fait Pascal entre le cœur et la raison, entre l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, et entre la force et la justice. Et entre la force et la justice, il ne dit pas comme Goethe qui préférerait une injustice au désordre, mais il y a quand même de ça. Il y a quand même la force est légitime si, au fond, elle permet de garder l'ordre établi. C'est ça. Il y a cette opposition de la force et de la justice, et malheureusement, la justice est faible. Alors, il vaut mieux que la force soit juste. La justice n'est pas forte, mais la force peut être juste. Pas la tyrannie, en revanche. Et la force est juste si, bien sûr, elle fait régner l'ordre, si elle n'est pas tyrannique, si elle n'excède pas son pouvoir. Donc, oui, Pascal, alors là aussi c'est un rapprochement avec Montaigne, Pascal est un conservateur. Comme Montaigne a assisté aux guerres de religion, toute la vie de Montaigne ce sont les guerres civiles, ce qui le rend légitimiste. Il faut ce qui le rend loyaliste. Il faut de l'ordre. Il faut un pouvoir qui fasse régner l'ordre. Pascal, lui, a assisté à la fronde. Et au moment de la fronde, il est parti avec son père et avec sa sœur. Et pour lui, la fronde est tyrannique. Elle est plus tyrannique que le pouvoir royal, puisqu'elle est illégitime. Mais là aussi, ça rejoint Montaigne. C'est l'idée que ce sont des gens dangereux parce qu'ils veulent changer quelque chose sans savoir ce que nous aurons. Pascal, comme Montaigne, dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Nous savons le régime que nous avons. Je dis souvent, ce sont les inventeurs de l'effet pervers, ce qu'on appelle l'effet pervers aujourd'hui. Nous faisons des réformes, mais ces réformes, eh bien, elles auront plus d'inconvénients que d'avantages. C'est un raisonnement conservateur. C'est un raisonnement conservateur que celui de l'effet pervers, et on peut dire que Montaigne et Pascal se rejoignent dans ce conservatisme. Ce qu'il y a de terrible, on parlait de légitimisme, Anne Sinclair, chez ces juifs dont certains étaient parfaitement, comme on dit, assimilés, appartenant à la bourgeoisie. Intégrés dans la société française depuis des siècles, et se sentaient donc français de partout. Ils avaient combattu en 14, ils étaient anciens combattants, ils étaient décorés, ils avaient donné beaucoup de choses à la société française, qui leur avait donné aussi. Et donc, ils se disaient, qu'est-ce qu'on fait là ? Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est cela. Ces juifs français, ce qu'on appelait des Israélites. Ces Israélites français, de toujours, qui rencontrent pour la première fois des juifs étrangers. Parce que dans cette rafle de l'élite de la bourgeoisie française, il y a aussi des juifs étrangers qu'on a ramassés dans la rue. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les juifs étrangers, les juifs de l'Est? Les juifs qui ont été ajoutés, il y a eu 743 juifs français, 300 juifs étrangers, et les juifs étrangers étaient internés à Drancy par le gouvernement de Vichy depuis un moment, n'avaient pas encore été destinés à la déportation, et ils les ont adjoints, les Allemands les ont adjoints au 743 pour arriver à un chiffre 1043, qui était un chiffre magique pour la Gestapo, pour les déportés. Et il y a eu cette rencontre tout à fait incroyable entre des gens qui se disaient « mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi la France ne nous protège pas? Pourquoi? Parce que, il faut bien reconnaître, les autorités de Vichy n'avaient pas grand-chose à dire dans cette rafle, d'ailleurs. C'était une des rafles où ils n'étaient pas participants eux-mêmes, comme ils l'ont été dans la rafle du Veldiv. Mais ils ont à peine levé le petit doigt. Bon. Et c'était des sujets français. Et puis ces juifs étrangers qui étaient là, qui arrivaient, qui eux se sentaient juifs et non pas seulement israélites, c'est-à-dire appartenant à un culte que la plupart d'ailleurs avaient oublié jusque-là. Et ces juifs étrangers étaient au fond issus de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, d'Allemagne, avaient subi des pogroms, avaient subi des discriminations, des persécutions. Et ils expliquaient aux Français, on va vous dire ce que vous faites là. Au fond, c'est une sorte de malédiction millénaire qui repose sur vous. Vous êtes rattrapés par ce destin épouvantable des antisémites envers les Juifs. Et là aussi, on retrouve une partie des pensées de Pascal, puisque pour Pascal, les Juifs sont le peuple de l'Ancien Testament. Il n'en connaît pas
personnellement, mais par contre, il réfléchit énormément au rôle du peuple juif et il adopte une forme de tolérance relative. Je ne veux pas là aussi faire d'anachronisme, mais c'est un homme plutôt tolérant. Oui, il y a une tolérance chez Pascal, mais enfin, il y a l'idée que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau, et donc que le destin des Juifs reste celui que voudrait le catholicisme, c'est-à-dire la conversion. Mais évidemment, les Juifs convertis dans ces circonstances, eh bien, les nazis ne voyaient aucune différence entre les Juifs convertis et les autres. Parce que pour Pascal, la question est une question religieuse et non, évidemment, une question de filiation comme elle viendra. Tandis que pour les nazis, c'était une question raciale, parfaitement raciale. C'est-à-dire que la seule appartenance à quelque degré que ce soit, aussi lointain même se rattachait-on à la destinée du peuple juif, on était d'abord juif et donc destiné à l'extermination, ce qui est fou au fond d'avoir pensé industriellement l'extermination de millions d'hommes par d'autres hommes. Il n'y a pas si longtemps, enfin j'étais pas né, mais c'était pas si vieux quand même, on n'est pas au Moyen-Âge. Ce qui est important, et il faut insister là-dessus, Anne Sinclair, c'est le fait que tout ceci intervient en 41, soit dans un calendrier, donc on est juste avant Pearl Harbor, on est avant le tournant de 42, preuve que l'extermination des Juifs était au cœur du projet hitlérien. Alors elle a été codifiée, si j'ose dire, cette extermination, par ce qu'on a appelé la conférence de Wannsee, qui a eu lieu en janvier 42, où a été décidée dans les instances nazies l'élimination systématique du peuple juif, c'est-à-dire la solution finale. Mais elle était déjà dans les tuyaux, si on peut dire, dans la mesure où cette rafle avait été prévue avant que cette conférence de Wannsee ait lieu, et que la conférence de Wannsee n'a fait que codifier et amplifier le phénomène. D'ailleurs, si un certain nombre ont réussi dans cette rafle, environ une centaine, à échapper aux chambres à gaz et aux trains de la mort, c'est parce qu'il y avait des ratés encore dans la bureaucratie nazie. C'est qu'elle n'était pas encore tout à fait bien huilée et qu'il y avait encore des points de passage où on arrivait peut-être à se faire porter extrêmement malade, ce qui a été le cas de mon grand-père, mis dans un hôpital d'où ma grand-mère a réussi à le faire sortir. Et il est mort du coup des suites de cet internement, mais au moins pas dans une chambre à gaz. Donc c'était prévu depuis très longtemps, depuis Mein Kampf et depuis tous les écrits nazis, mais c'était donc la première manifestation évidente qu'ils allaient être déportés et massacrés. C'est-à-dire qu'il y a un certain degré d'improvisation et de réponse ils sont pris comme des otages. Enfin, on passe des otages à ce qui sera la solution finale à travers ce type d'épisode. Puisqu'en effet, quand ils sont pris à la mairie, et puis à l'école militaire, et puis à Royal-Lieu, le dessin n'est pas inscrit. Et vous avez dit, un certain nombre vont en effet en sortir et être envoyés au Val-de-Grâce ou mourir autrement. Et les autorités de Vichy, par exemple Xavier Vallat, qui était le commissaire aux affaires juives, a cette phrase absolument incroyable en disant finalement ça fait un peu désordre, ça nous empêche d'habituer les Français à un climat propice à l'antisémitisme. Donc ça venait contrarier un dessein qui était un dessein de la société de collaboration, de la société française, qui a décidé de prêter la main à la société, à l'extermination nazie. On va parler d'un autre dessein que vous évoquez dans Un été avec Pascal-Antoine Compagnon, le dessein divin, le pari de Pascal, puisque c'est probablement aujourd'hui ce qu'il y a de plus connu chez lui, à tort, à raison. Qu'est-ce qu'il veut dire, Pascal ? Avec le pari, ce qu'il veut dire à son adversaire, puisque n'oublions pas, les pensées sont écrites avec un destinataire, qui est le libertin. Et le libertin, c'est qui ? C'est celui qui est l'ancêtre du libre penseur. C'est pas un libertin au sens où il a une vie. Oui. C'est pas du tout au sens des mœurs, c'est au sens où il pense librement. Donc il s'agit de le convertir. Et Pascal lui montre à travers le pari que ce n'est pas la raison qui peut l'emporter. Le pari, c'est un argument dissuasif qui vise à montrer que on ne peut pas raisonner avec cette affaire, que la foi est affaire
de passion, de grâce, de sentiment. Et c'est plutôt un argument dissuasif qu'un argument persuasif. Ça vise à... On l'interprète souvent comme l'idée, il faut parier parce que vous ne perdez rien et vous gagnerez tout. Et même s'il y a une toute petite chance que vous gagnez, comme vous allez gagner l'infini, eh bien, il faut parier. Et si vous perdez pas grand-chose. Vous perdez rien. Mais c'est un raisonnement ironique de la part de Pascal. C'est pour lui dire, vous voyez, c'est pas la raison qui peut l'emporter. La foi est une affaire de sentiment et c'est une affaire de grâce. Donc il faut aller au-delà de la raison. Anne Sinclair, dans ce livre, il y a également des photos, des dessins, un dessin de votre grand-père. Et vous dites qu'il y a un certain nombre de choses que vous ignorez parce que j'avais très peu de documents. Oui. Il y a peu de documents. Est-ce que vous avez eu des nouvelles, d'autres informations sur cette histoire depuis la parution? Alors je suis absolument bouleversée parce que, au fond, chaque semaine, je reçois un lot d'une dizaine ou d'une quinzaine de lettres de gens dont les familles ont partagé ce destin-là dans le camp de Compiègne. Et c'est tout à fait fascinant de voir qu'au fond, un destin qu'on croyait figé sur des gens qui sont morts, par un livre, peut renouveler la vie, en tout cas de certaines familles et de certaines mémoires. Et par exemple, il y a un dessin très bouleversant qui a été fait de mon grand-père par un de ses camarades de détention, qui était d'abord avec lui à Compiègne et ensuite avec lui au Val-de-Grâce, mais qui lui, malheureusement, a été déporté à Auschwitz. Et j'avais donné ce dessin dans le cahier photo et en légende, j'ai mis que l'artiste était inconnu de moi. Et j'ai reçu de deux femmes différentes, cousines, qui ont reconnu la patte de ce dessinateur, et qui m'ont dit c'était notre grand-oncle ou notre oncle qui s'appelait Marcel Lerman et qui était un très grand dessinateur. Il dessinait même pour la maison Lanvin. À l'époque, il n'y avait pas tellement de photos de robes, mais il y avait des croquis dans les journaux, il y avait des dessins, et il dessinait pour des journaux fameux de mode, etc. Et il a donc, encore une fois, c'est un dessin dont j'ignorais la provenance et dont, brutalement, je découvre par un témoignage qui me dit « Mais oui, c'est l'oncle Marcel ». Et ça m'a tout à fait bouleversée. Un mot pour conclure, Antoine Compagnon. Pascal était aussi un grand scientifique qui avait une attitude particulière vis-à-vis de la science. Pascal, c'est un physicien, c'est un mathématicien, donc c'est à la fois un expérimentaliste et un conceptualiste. Mais pour lui, c'était un divertissement. Les mathématiques ou la physique étaient un divertissement, comme la poésie est un divertissement. Ce que Pascal appelait divertissement, c'est tout ce qui nous détourne de la quête spirituelle, de la quête de la vérité. Donc, au fond, c'était pas plus sérieux pour lui que tout ce que nous appelons aujourd'hui des loisirs. Et pourtant, c'était tout le début de sa vie et il a été un très grand scientifique. Voilà, comme quoi on peut faire des maths pour se distraire. Il l'a été jusqu'au bout parce que nous sommes des êtres contradictoires et qu'il a fait des mathématiques tandis qu'il allait vers Dieu. Tout cela est à retrouver donc dans Un été avec Pascal, votre livre, Antoine Compagnon, une coédition France Inter, Équateur Parallèle, et votre ouvrage, Anne Sinclair, La rafle des notables, aux éditions Grasset. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.